générique. Salut à tous, bienvenue dans Mercredi c'est foot en direct sur Twitch, comme chaque semaine en direct de ce magnifique studio de la Provence fraîchement redécoré. Alors Mercredi c'est foot, c'est un invité et cette semaine c'est une légende de l'OM. Bonsoir Eric Dimeco. Salut Eric, comment ça va? Merci, ça va, merci, très bien. Mais oui, une vraie légende. On va en parler, on va détailler ta vie, ta carrière, ta vie marseillaise, toutes tes vies. On va voir tout ça tranquillement. Il va falloir prendre du temps. Mais on a le temps qu'il faut. Sur Twitch, tu sais, on a le temps. On va voir ça tranquillement. Et avec vous, tous qui nous suivez là, en ce moment, en direct, vous pouvez nous poser des questions sur le chat. Je les vois ici, donc n'hésitez pas. Avec nous également sur ce plateau, Guillaume Tarpi, qui est supporter, 70 000 followers sur Twitter, Guillaume, et qui est la preuve qu'on peut être niçois et supporter de l'OM. C'est finalement assez rare, peut-être pas, on verra, on en parlera également évidemment avec toi. Disons qu'il y a plus de Niçois supporters de l'OM que de Marseillais supporters de Nice, c'est pas ça? C'est vrai, ouais, j'en connais beaucoup. Bon, Alex Jacquin, chef adjoint des sports de la Provence, salut Alex. Salut. Comment ça va? Salut, ça va. Bon, on parlera évidemment avec Eric et on parlera un peu de mercato à la fin de l'émission. Puis normalement, c'est Laurie qui est ici, elle a le Covid, la pauvre Laurie, elle est au lit. On voulait même la voir faire un petit Skype avec elle, mais elle est vraiment HS, on espère que ça ira mieux. Et on lui souhaite bon rétablissement surtout parce que ça pique un peu là. Ouais, on espère que ça va aller mieux pour Laurie qui sera probablement là mercredi prochain. Et puis donc je vous le disais, on parlera de plein de choses dans cette émission. On va commencer par le premier thème. N'hésitez pas évidemment à nous suivre, à follow la chaîne La Provence sur Twitch. Et on va commencer par le premier thème, Eric, du ballon au micro évidemment. On va revenir sur ta carrière. Tu as été connu pour... allez, on va revenir là-dessus, sur tes tacles un peu appuyés. Mais aujourd'hui, c'est ton franc-parler qu'on va retrouver là ce soir. Et un peu ta grande gueule, mais toujours ton honnêteté, ta sincérité qui font que tu es un des anciens Olympiens les plus appréciés, qui est toujours là sur la scène médiatique. Depuis 15 ans sur RMC, tu commandes des matchs aussi sur beIN Sport. Alors évidemment, on va parler... RMC Sport maintenant, beIN Sport au début. Exactement, RMC Sport maintenant. On va parler de ton passé de joueur, mais on va commencer quand même par une passion, la musique. Ah, je ne savais pas qu'on allait commencer par ça, donc on commence par la fin. Donc. Mais oui, bien sûr, on ne va pas faire les choses forcément dans l'ordre. On va revenir à ton début à l'OM évidemment tout à l'heure, mais parlons du groupe Osiris dont tu es le bassiste. Je crois qu'on va voir une photo de tous les membres du groupe. Voilà, ils sont là. Alors tu es au milieu, tu es le bassiste. Dis-nous qui est sur la photo là. Alors donc à gauche avec le maillot rayé. Alors on a les maillots de City puisqu'on est un tribute au groupe Oasis. Donc grand fan de City de la première heure. Même quand ce club-là était en grande difficulté. Donc du coup, pour leur rendre hommage, j'ai chiné un petit peu des vieux maillots. Donc à gauche, avec le maillot rayé rouge et noir, qui sont des couleurs de City, Alain Battaglia. Avec le maillot brother blanc légendaire et le bob, Axel Rancurel. Son papa est un ancien de la maison. Le batteur avec le maillot blanc rayé de noir et rouge, Patrick Durand, le batteur. Et Lionel Desblaches à l'extrême gauche ou droite avec le maillot bleu, Etihad, notre guitariste leader. Et il y a Chris Césari qui n'est pas sur la photo, qui nous a rejoint depuis peu et qui est un autre guitariste. Et vous faites des concerts un peu partout, enfin ça marche j'ai l'impression. Hein alors le problème c'est qu'on a commencé, on a monté le groupe juste avant le premier confinement. On avait notre premier concert en avril 2020, donc on a mangé beaucoup de pain noir depuis ces 2 dernières années là. Mais on a réussi à faire des belles scènes et surtout, alors je peux pas en parler, mais normalement dans le mois de février on va faire un gros buzz parce qu'on va parler de nous. Et sinon, pour finir, puisqu'on est à la Provence et que du coup des Vauclusiennes doivent nous regarder, on est en concert au Sonographe, au Thor, entre le Thor et l'Île-sur-Sorgue, à côté de chez moi, à côté de Robion. Le 26 février, on sera là-bas en concert. Voilà. Ouais, on retient la date. Comment c'est venu la musique? C'est venu depuis toujours ou j'ai lu des papiers où on te raconte que tu faisais tes gammes pendant l'Euro 96? Exactement. Je m'y suis mis. Alors j'ai toujours eu la passion, mais j'ai sauté le pas à Monaco quand j'ai senti la fin de la carrière arriver. Je me suis mis à apprendre la basse, autodidacte. J'ai sympathisé là-bas à Monaco avec un gars qui avait un magasin de musique. Et en effet, je pars à l'Euro avec ma basse pour m'entraîner parce qu'il y a des longues journées où on s'ennuie quand on fait une compétition finale. Et je me suis dit, au lieu d'aller jouer, alors à l'époque, il n'y avait pas les jeux vidéo ou les machins et tout, c'était les cartes. J'ai dit, je vais me perfectionner. Donc Aimé Jacquet m'avait vu arriver avec
Mabasse, il avait halluciné, il m'a dit mais tu vas où avec ça? Je dis bah coach, je vais essayer de combler le temps perdu en bossant et tout. Et puis j'ai eu beaucoup de temps perdu puisqu'à l'Euro, je suis titulaire lors du premier match et après je joue plus. Donc j'ai beaucoup progressé à la base pendant cet Euro-là. Et comment le prenaient tes coéquipiers en fait Ah bah eux ça les a amusés. J'étais avec Fabien Marthez en chambre, donc quand je faisais mes gammes, il partait parce que ça le gonflait, parce que c'est un peu répétitif et pénible. Mais mes potes étaient amusés, amusés et intrigués. Il n'y avait pas d'autres qui jouaient d'autres choses, d'autres non, c'était pas trop. Bon, après, il y a des instruments, c'est pas évident pour les trimballer à 1 euro, quoi. Tu vois, le mec qui joue de la batterie. Voilà. Donc, non, voilà, ça m'est venu comme ça. Et j'ai monté un groupe en arrêtant ma carrière en 98. Ici, là, on avait fait quelques salles à Marseille. Je me suis arrêté longtemps et du coup, on a remonté cette aventure qui me plaît beaucoup et qui marche plutôt pas mal. Et au niveau pression avant la scène, avant le concert, c'est comment par rapport à l'avant-match que tu connais bien? Je commence un petit peu à me libérer, mais au début, monter sur une scène, même devant un des premiers gros concerts qu'on a fait, c'était chez Jean-Christophe Marquet au Fortin de Corbière, il y avait 500 personnes. J'étais pas fier. Je l'ai dit plusieurs fois, mais j'ai plus de pression en montant sur scène devant 100, 200, 300 que rentrer au Stade Vélodrome ou à la Louse ou à Munich. Parce que c'est pas la même pression, c'est pas le même exercice. Et surtout, je suis pas un grand bassiste non plus, attention. Je fais le job. Voilà. Bon. Et Oasis, ça vous est venu, c'est quoi? C'est une passion, c'est ta passion ou c'est moi, je suis plus rock, un peu plus métal au départ, mais je suis le phénomène Oasis au milieu des années 90, je l'ai vécu, puisque j'étais un petit peu dans cette période. Non, mais c'est le petit Axel Rancurel qui, lui, a vraie culture. Quand il était ado, c'était à ce moment-là, et surtout, il connaît tous les albums, tous les morceaux, et puis il a le truc, quoi. Il a la voix. C'est quand on l'a entendu chanter pour la première fois sur morceaux qu'on faisait, on s'est dit bon mais les AC/DC, les Marilyn Manson, tout ça, ça le fera pas. Par contre Oasis, ça marche et ça marche tellement bien que je peux pas te donner l'info, mais au mois de février il y aura une belle surprise où est-ce que tu nous as mis en avant Gallagher à Marseille? Non, mais je peux pas en parler. Sinon je me fais tirer les oreilles. On en reparlera. Qu'est-ce qu'on fait? On parle de foot maintenant? Ah oui, on va parler de foot parce que bon, ça a fini à Monaco, mais ça a commencé et ça s'est beaucoup passé à l'OM évidemment. Centre de formation de l'OM, Eric, ça s'est passé comment au tout début là? Tu es né dans le Vaucluse, tu as fini par débarquer à Marseille à un moment donné. Raconte-nous comment ça se passe. C'est ça. Je suis vauclusien, donc né à Avignon, mais d'un petit village, un très très beau petit village du Luberon qui s'appelle Robion, là où j'ai commencé à faire mes premières armes. Après, je suis allé à la MJC d'Avignon, qui était un petit peu le club vedette dans le Vaucluse à l'époque, cadet nationaux. Laurent Paganelli était passé là-bas. Moi, j'arrive à la MJC quand Laurent part à Saint-Étienne. Et 2 ans là-bas, au niveau cadet, sélection régionale. Et l'OM à l'époque vient me chercher, monsieur Robin, Jean Robin, qui était une légende du club. Qui était président. Qui a été entraîneur, qui a été un grand joueur des années 50. Regarde cette photo là, parce que ça c'est sans doute quand tu étais à l'OM avant d'être prêté à Nancy et Marseille. Oui, ça c'est peut-être un des premiers maillots pro au ça c'est ça doit être 82, 83, je sais pas exactement, mais tu étais déjà pro là. Non, parce que moi j'ai fait 2 ans d'aspirant, 3 ans de stagiaire, donc je suis arrivé en 80 ici. À 18 ans, non Non, j'avais 16 ans et demi. 16 ans et demi, Et je suis plus vieux que ça. Et j'ai signé pro 5 ans après, donc en 85. Donc voilà, et j'ai connu, on va dire, une progression un peu particulière, puisque j'étais attaquant, ailier gauche à l'ancienne, puisque à l'époque il y avait des ailiers gauches qui jouaient collés à la ligne. Le football commençait à changer, il commençait à y avoir 2 attaquants de pointe. Et on a commencé à demander aux attaquants à marquer plus de buts. Les stats c'est pas que les stats ont commencé à compter, mais un attaquant devait marquer des buts et moi j'étais vraiment lié à l'ancienne. Et quand je suis prêté à Nancy en 86, 87, je côtoie Arsène Wenger qui est en début de carrière. On va voir des photos là, on va te voir en photo à Nancy, à Martigues, on va voir ces photos là qui vont. Il y en a qui sont pas terribles. Voilà, ça c'est l'image Panini à Nancy. Ça va encore. Il y a pire. Il y a quelques dossiers. Il y avait déjà ça c'est du Martigues. Ça c'est du Martigues, ouais. Et c'est Arsène le premier. Alors
en discutant avec mon club formateur, donc Michel Hidalgo qui venait d'arriver, Gérard Banide aussi qui venait d'arriver, donc 85, hein, c'est ça, 86, oui, puisque Bernard Tapie. Juste après la Coupe du Monde. Voilà, Bernard Tapie venait d'arriver à cette intersaison-là. Et c'est la première fois que je recule sur le terrain, c'est à Nancy, et je reviens 2 ans après en tant que défenseur. Pour un essai, d'abord en Forêt Noire en début de saison, parce que j'avais jamais joué à ce poste-là, et j'ai fait mon trou assez rapidement. On va dire que j'ai eu un peu de chance, parce qu'en restant attaquant, je pense que j'aurais fait une carrière, on va dire, moyenne, quoi. Et le fait de me reconvertir comme ça arrière-gauche dans un club qui avait besoin et qui était mon club de cœur, ça a donné ce qui s'est passé derrière, avec voilà, toutes ces formidables années entre 88 et 94. Tu es souvent cité en exemple dans les reconversions de postes, parce qu'aujourd'hui aussi encore, on le dit, des fois quand il y a des joueurs qui reculent, qui se retrouvent latéraux, même défenseurs centraux, mais on cite souvent l'exemple d'Imeco pour... Oui, alors on ne va pas dire que je suis le premier, parce qu'il y en a eu d'autres, mais le premier... parce que moi j'ai joué 70 matchs en première division attaquant. J'ai même joué avant-centre quand Monsieur Cahuzac, le grand-père de Yannick, qui était grand entraîneur à Bastia et qui est venu passer 6 mois ici, lui m'avait fait jouer avant-centre. Le premier match où il arrive, il me fait jouer avant-centre à Tours, j'ai souvenir, donc en première division. Donc j'avais même joué avant-centre plusieurs fois, ailier gauche. Et c'est vrai qu'on me cite un exemple à ce niveau-là, parce que quand tu joues en Ligue 1 autant de matchs et que d'un coup tu es reconverti et que 6 mois après tu vas en équipe de France, c'est un peu, voilà, c'était, il y a Bichette et Lizarazu qui a fait un petit peu la même chose, mais c'était à ce niveau-là, avec cette réussite-là et ce parcours-là, j'étais le premier, donc c'est vrai que j'étais un peu montrer un exemple. Chaque fois qu'il y avait un attaquant qui était reconverti latéral, on parlait de ce que j'avais pu faire avant. Ouais. Bon, et puis après il y a eu ces folles années. Le premier titre et le premier doublé en fait, le doublé de 89, et puis après ça part sur une période faste. On parlait tout à l'heure, puisque tu as fait Martigues à l'époque, je suis parti de Martigues fin de saison 87-88, et moins d'un an après, j'étais au Parc des Princes pour gagner la Coupe de France, cette formidable Coupe de France contre Monaco. Après avoir gagné le titre, quoi. Voilà, à 1 an, je le dis, à 1 an, ma vie a changé, quoi, avec cette reconversion et cette chance que m'a donné Gérard Banide de m'essayer à ce poste-là. De la 2e division à l'équipe de France, le doublé, et puis tous les titres qui ont suivi jusqu'en 93, on en parlera sûrement un petit peu plus tard, mais oui, je suis, c'est pour ça que souvent je parle du facteur chance dans une carrière, parce que les petits jeunes qui rentrent dans un centre de formation, généralement, ils ont tous beaucoup de talent. Parce que tu étais le seul joueur du centre de formation de l'OM à faire partie de cette grande équipe-là. Hein. Ben ouais, parce que tous mes copains, malheureusement, petit à petit, ont été écartés. Et sur le doublé 89, je suis le seul. Ouais. Il y avait Frédéric Mérieux et Patrice Hérault, mais qui étaient génération centre de formation de ces années-là, quoi. Est-ce que le fait que ce soit Gérard Gilly l'entraîneur, ça t'a aidé? Qui venait de la formation? C'est Gérard Banide, donc c'est lui qui je le répète, qui m'a donné ma chance et qui m'a imposé. Après, c'est Gérard qui reprend derrière, Gérard Gilly. C'est vrai que là, je me suis retrouvé avec mon entraîneur du centre de formation, donc c'est quand même un peu plus, on est en terrain connu. Les vieux pros de l'époque venaient me voir en me demandant comment était le coach, puisque moi je le connaissais bien. Et puis Gérard avait fait partie de l'épopée des minots, puisque quand le club, à la fin de la saison 80-81, avait failli disparaître, Gérard était arrivé dans cette intersaison-là, il avait récupéré le centre de formation pendant que Roland Gransart, lui, entraînait les pros, et oui, c'est vrai que je parle de chance parce que j'étais le plus jeune et peut-être le moins près de toute la génération des minots, puisque mes copains, José Anigo, Christian Caminiti, avaient joué en pro l'année de la descente 79-80. Marc Pascal, qui était pour moi un monstre. Et eux, ils ont été écartés petit à petit, alors que moi, en étant le plus jeune, je suis presque passé entre les gouttes. Et cette histoire de reconversion m'a permis je parlais de chance parce que, je le répète, dans les centres de formation, les gamins, ils ont tous du talent, et à un moment donné, il faut ce petit truc ou un coach qui a une idée de reconversion, ou un coach qui croit en toi, ou un prêt qui se passe bien. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. Alors après, il faut savoir la prendre, hein, mais parce qu'à l'époque, quand
Je reviens en 88, sous la période Bernard Tapie, il n'y a que des internationaux, il n'y a que des monstres, quoi. Donc chaque année, il fallait se faire sa place et je me suis bien débrouillé. Ouais, il fallait s'imposer, j'imagine. On va parler un peu des joueurs côtoyés à l'époque, parce qu'il y avait quand même une pléiade de stars jusqu'en 93-94. Il devait y avoir des caractères particuliers, il devait y avoir des... Qui était le plus fou là, de toute cette bande de... Jean-Pierre Papin était quand même particulier. On a beaucoup parlé de Franck Ribéry au Bayern, la manière dont il faisait vivre le vestiaire. Jean-Pierre, c'était un petit peu ça. Moi, le truc qui m'a frappé quand je reviens de mon prêt de Martigues en 88, c'est que je me retrouve dans le vestiaire avec Karl-Heinz Foster. Et ça, quand tu es reconverti du jour au lendemain latéral gauche, que tu es donc du coup à un poste où tu maîtrises le côté offensif, mais tu ne maîtrises pas le côté défensif, avoir Karl-Heinz Foster à côté, c'est quand même la frisade. Hein. Je me suis et surtout cet homme. Un monument du football mondial, une simplicité, sa manière de travailler, les jours de repos il venait s'entraîner, c'est-à-dire quand tu apprends ton métier, parce que même si j'étais plus tout à fait jeune quand je reviens, mais j'apprenais mon métier d'arrière gauche, quand tu apprends ton métier à côté d'un garçon comme ça, d'abord tu apprends très vite et surtout tu apprends que des bonnes choses, quoi. Tu le regardes à l'entraînement, tu le regardes à match, tu le regardes même en dehors des entraînements parce que c'était la rigueur allemande optimisée et puis d'une gentillesse, d'une discrétion, du humble au possible. Et une petite anecdote que je n'ai pas souvent racontée, mais que j'ai racontée, ce garçon qui finit sa carrière avec beaucoup de blessures, l'année de Benfica, donc l'année de Benfica c'est 90. 90, c'est 89-90. S'en va à la fin de l'année et je ne sais plus, on sort en Coupe de France, je ne sais plus comment, et on fait un apéritif avant de partir en vacances pour tous se dire au revoir. Et puis il est là, il est dans le vestiaire, et il nous dit au revoir. Et je reste à la fin du petit apéro avec lui un peu, hein, et j'ai vu ce monstre du football partir, mais... pas dans l'anonymat, mais oui, dans l'anonymat, puisqu'il n'y a pas eu de finale de coupe, il avait été blessé, il est reparti en Allemagne, il n'y a pas eu de jubilé, il n'y a pas eu de trucs particuliers, on a fait un apéro entre nous, et je me souviens, je suis rentré à la maison, et mon ex-femme était là et je suis arrivé, j'ai chialé à la maison en pensant à ce mec qui partait comme ça par la petite porte, mais en plus il cherchait pas la lumière, quoi. Et ce mec-là a toujours été, alors il y avait plein de monstres dans le vestiaire, mais ce mec-là a toujours été presque un phare en me disant voilà, c'est comme ça qu'il faut être dans le football. Ça sert à rien, tu n'as pas inventé le vaccin contre le Covid qui n'existait pas à l'époque, tu n'as pas inventé le fil à couper le beurre, tu tapes dans un ballon, peut-être un peu mieux que les autres. Par contre, essaie de faire ton métier comme il faut, comme il l'a fait lui, et surtout ne te prends pas pour un autre, quoi. Parce que lui, c'était, mais tous les gens qui l'ont côtoyé à Marseille diront que ce mec-là était hors norme. Et tu me disais le plus fou, tu parlais de Papin, justement pourquoi? Oui, de Jean-Pierre, dans le sens où il était toujours en train de faire toutes les blagues de vestiaire qu'on peut faire, les blagues à la con, là, donc ça, il les faisait. Et puis il était, puis même sur le terrain, il était un peu dingo, Jean-Pierre. Donc il nous en a fait quelques-unes de belles en dehors du terrain, quoi. C'est-à-dire qu'on peut plus. De partout où on allait, on se faisait bien remarquer avec Jean-Pierre, quoi. Il y a des trucs qu'on ne peut pas raconter, il y a beaucoup de trucs qu'on ne peut pas raconter, donc, mais bon, il nous a fait honte plusieurs fois. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. On revient juste aux minots 2 secondes, parce qu'il y a une question de Matt qui nous dit « Et le film sur les minots ?» Il paraît, alors j'ai eu des échos, puisqu'on a un groupe WhatsApp avec les copains des minots de l'époque, et parce que ça a été long à faire, hein, du coup, puisqu'il y a eu un crowdfunding pour pouvoir monter le film. Et Matt a participé à la dotation, nous dit-il. Ah voilà, magnifique. Donc s'il a participé à la dotation, d'abord on le remercie, et surtout... je peux lui dire que c'est en train de se finaliser. Voilà, ça a été long, il a fallu racheter des images, il n'y en avait pas tant que ça. Voilà. Donc, et puis il y avait les interviews de tous les minots de l'époque à faire, et ensuite il y a le montage. On a envie de voir ça quand même, on a envie de voir ça parce que c'est quelque chose dont on a peu d'images en fait, et puis voilà. Alors, ma génération par exemple, on est arrivé juste après. C'est une période sombre du club, méconnue pour beaucoup aujourd'hui.
qui a marqué l'histoire du club parce que le club a failli disparaître. Et ce documentaire devrait réhabiliter cette génération-là qui, je le répète, a malheureusement... C'est tous des gars... parce que moi, j'étais pas au club avant 80, mais en 79, c'est tous des gamins qui ont gagné et le championnat de France cadet et la Coupe Gambardella, qui étaient internationaux cadets juniors. C'est-à-dire que l'OM, à l'époque, il y avait beaucoup de bons jeunes. Club réputé pas formateur. Et la même saison, il y a les cadets et les juniors qui sont les champions de France, avec beaucoup de ces joueurs-là qui sauvent le club et qui remontent en première division en 84. On ne se rend pas compte que le club aurait pu disparaître, que le club aurait pu être le Stade de Reims, où il y a des clubs qui ont eu des grands passés et qui ont disparu, et ça aurait pu être le cas à ce moment-là. Et c'est pour ça que ce film-là va permettre de réhabiliter cette génération-là, ces joueurs-là qui ont été importants, qui sont tombés dans l'oubli. Marcel de Falco. Et ce qu'il y a de bien, c'est que moi, je le vois encore tous les jours quand je me promène dans Marseille. C'est un des rares clubs en France. Autant en Angleterre, il y a une vraie mémoire collective sur l'histoire des clubs. En France, c'est pas trop le cas. Et Marseille, c'est un des rares clubs où un gamin de 8 ans, ça m'est arrivé récemment au cours Julien, à 8h30 du matin, un petit gamin de 8 ans avec son cartable, il s'arrête à côté de moi, il me regarde, il me dit: vous êtes monsieur Dimeco? Je regarde et je dis: mais tu es tout petit, c'est pas... Il me dit: mais non, mais mon père, il m'a montré tous les matchs, j'ai tout vu. Mais toi, justement, tu es... Guillaume, justement, quel âge? J'ai 22 ans. Et qu'est-ce que c'est tout petit. Voilà. Quand tu rencontres Éric Dimeco, qu'est-ce que ça te... Non, c'est sûr, ça fait quelque chose parce que moi, j'ai vécu l'OM par mon père, qui a transmis évidemment toutes les images du passé, où j'ai pu revoir tous les matchs les plus importants, ou même de championnat, tout simplement. Et voilà, ça se transmet comme ça, et forcément, tu te retrouves face à Éric Dimeco ou un joueur comme ça. Tu connais directement qui c'est à travers ce que mon père m'a transmis et à travers tout simplement l'histoire de Marseille. Donc c'est sûr que ça fait quelque chose. Et même un gamin de 8 ans, comme a pu le dire, il connaît directement le personnage. C'est pour ça que sur le reportage donc sur les minots qui va sortir, peut-être tu vas apprendre des trucs que tu connaissais pas du coup puisque tu es jeune, et il y a plein de gamins qui vont la regarder avec leurs parents et qui vont découvrir un pan de l'histoire, alors pas reluisant parce que ça a été difficile et le club était en grande difficulté, mais voilà, un pan de l'histoire qui est peut-être aussi important que la victoire en 93 ou les doublés ou le championnat de 2010, parce que voilà, c'est un club qui est plus que centenaire. On rappelle, c'est un documentaire qui est lancé par nos collègues de FC Marseille, Mourad. Voilà, exactement. Jean-Charles de Bonneau était à l'origine et très actif sur la faisabilité de ce reportage. Et j'ai hâte de le voir parce que je pense que même moi je vais être ému en voyant certaines images que j'ai plus revues. Et toi, justement, s'il y a une image d'Éric Dimeco que tu considères, si on te parle d'Éric Dimeco, c'est quelle image te vient à l'esprit justement en tant que jeune? Non, c'est peut-être un petit peu cliché de dire ça, mais forcément c'est le côté physique rugueux, mais sans pas penser au bon joueur que c'était, à ce qu'il a fait avec l'OM. Mais forcément, quand on nous parle d'Éric Dimeco, les gens instinctivement ils vont dire c'était le joueur rugueux qui n'hésitait pas à aller au contact. Et moi, comme j'aime ça, ça me reste à l'esprit aussi. Puisque maintenant avec les réseaux sociaux on trouve de vieilles images qui tournent et il y a ce fameux tacle contre le PSG sur Lolo Fournier, mon pote que j'embrasse s'il nous regarde, qui avait couiné, qu'on avait entendu couiner depuis la tribune, qui a tourné. Les gamins ils ont beaucoup vu ce truc, donc je croyais que tu allais me parler de ça parce que c'est il y a pour beaucoup de jeunes, c'est quand on leur parle de moi, c'est ce tacle là avec ce genre de truc. Heureusement c'était pas que ça. Ça te gêne ou non, je m'en fous. Passé un moment. L'autre fois, quand est-ce que j'ai croisé Marc Ambrosiano, qui est marseillais journaliste, qui est à TF1 Téléfoot aujourd'hui, qui a un gros poste dans cette émission-là, puisque c'est son émission. On s'est croisé l'autre fois et il m'a dit moi ça m'énerve quand on parle de ça, parce que moi je t'ai connu ailier et tu étais technique, tu avais super pied gauche, et on parle que des tacles. J'ai dit ouais mais Marc, on est tous réduits, on a tous des étiquettes et réduits, voilà. Et moi j'en ai joué, passé un moment sur le terrain, parce que quand tu es réputé à ce niveau-là, les attaquants ont un peu peur de toi, donc des fois j'en ai profité. Et puis ça va, maintenant j'ai passé l'âge de... Voilà, moi je sais le joueur que j'étais, si on me parle que de ça, c'est pas grave, quoi. À la limite, si les jeunes se souviennent de ça, c'est pas grave. Oui, alors il y a plein ça réveille un peu des souvenirs. Il y a des noms de joueurs qui reviennent qu'on avait un peu oubliés. Yvon Leroux, Philippe Vercruis, voilà, ces joueurs qui faisaient partie. Ah, ça c'est un peu après ça. Non, c'est
c'est le doublé, c'est doublé. Gaëtan Huard, Philippe Thiss arrière droit, Yvonne Leroux, Caroline Foster. Il y avait Gastien qui est à Clermont qui avait fait quelques matchs. Il y avait Franck Sauzé, il y avait Philippe Vercruis. Gérard Bernardet qui termine avec vous là. Il y a Gérard Bernardet, il y a Klaus Alof, Jean-Pierre Papin, Canto au début de saison qui s'en va à la trêve de Noël. Voilà, Patrice Hérault, Fred Mérieux. C'est la dernière équipe qui a gagné une Coupe de France à l'OM. Pardon ? C'est la dernière équipe qui a gagné une Coupe de France. Bruno Germain, je ne joue pas Bruno. Voilà, bon, saison extraordinaire. Oui, saison fabuleuse, sa saison de ce doublé 89. On avait Lolo Diaz qui nous posait une question sur ta reconversion, mais tu y as déjà répondu, donc il nous dit qu'il regardera le replay. On continue à parler un petit peu, on va peut-être parler quand même de ce moment sans doute le plus fort de ta carrière, cette finale du 26 mai 93 où c'est le premier club français à remporter une Coupe d'Europe, c'est l'OM. On est à Munich, cette finale contre le Milan AC. Quel est le premier souvenir qui te vient en tête là quand tu penses à ça? C'est peut-être un truc qu'on n'a pas vu. Oui, non, mais moi je dis toujours la même chose parce que... Avec JPP en face, hein. Je réponds toujours la même chose parce que ce match avait été tellement difficile. On a une deuxième mi-temps après avoir marqué où on essaie de ne pas prendre de but et du coup on recule et le match est long et sur le terrain il y a des fois on n'a pas la notion du temps. Il y a des fois où on sent que ça va être la fin du match et là on ne savait plus, je ne savais plus. Et moi j'ai toujours souvenir de ce coup de sifflet final qui était pour moi d'abord une libération sur ce match-là, mais surtout, c'est bête de dire ça, mais j'ai revu défiler ma carrière, quoi. Ouais. Je me suis retrouvé au milieu de ce stade en te disant, tu es champion d'Europe. Et tu viens du fond voilà, parce que moi quand j'arrive ici en 80, le club est en deuxième division, il venait de descendre avec beaucoup d'internationaux sur le terrain en 79-80 et j'avais fait un choix du cœur mais pas un choix risqué puisque en plus le club avait failli disparaître voilà, ça fait 13 ans d'une vie un peu chaotique, avec des prêts, avec des reconversions, avec des coachs qui ne croient pas en toi, certains qui te disent que tu ne réussiras jamais. Ouais, donc c'est flashback un peu sur... Voilà, et là, je me suis dit, putain, mais tu l'as fait, quoi, parce que le problème, c'est qu'on était programmé pour ça. Bernard Tapie, quand il arrive, il a voulu cette Coupe d'Europe. On avait fait une finale en 91, j'étais déjà dans le coup. Quand on la perd, moi, je pense que c'est fini pour moi. Quand tu perds une finale de Coupe d'Europe, que tu joues dans un club français, tu dis, bon, mais ça va, j'ai laissé passer la chance de ma vie, c'est fini. On l'a fait une fois, on a éliminé le Milan AC en quart de finale, c'est-à-dire c'est un exploit qu'on ne refera plus jamais, c'est mort. Et 2 ans après, tu y es encore et tu la gagnes. Et là, tu te dis, waouh. Voilà, donc dans ta tête, il se passe plein de trucs. Ouais, et puis après, on avait fait la fête, on avait fait les cons. Tout en sachant que 4 jours après, on avait le match contre le PSG. Oui, on n'a pas oublié ce match non plus. Ouais. Et que on n'avait pas fait autant les cons que ça, puisque on s'était fait tirer les oreilles pour aller se coucher vers 1h ou 2h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 matchs-là? Vous êtes rentré tranquillement, vous avez fait beaucoup la fête le soir du 26 mai. Pas tant que ça. Je me suis toujours posé la question. Ça se sait. Pour arriver en pleine bourre. On n'était pas aussi en pleine bourre que ça contre Paris, mais justement, c'est intéressant parce qu'on était dans un hôtel perdu dans la campagne, donc on était rentré. Il y avait eu le contrôle antidopage, ça avait été un peu long, toutes les effusions qu'il y a dans le vestiaire. Et on était rentré dans notre hôtel un peu loin, là, 50 km de Munich. Et là, dans notre hôtel, il n'y avait que nous, quoi. Les épouses étaient là, et il y avait une espèce de salle de réception où on avait mis la musique, on avait fait les cons, mais entre nous, quoi. C'est-à-dire, c'est bidon, quoi. C'est pas comme ça que tu te dis, on va être champion d'Europe, c'est pas la fête que tu vois faire, quoi. Tu vois, tu te vois sur les tables à Saint-Tropez ou à machin. Non, là, on était dans un hôtel perdu en Bavière, entre nous, à chanter comme des cons. Il y a eu son retour au Vélodrome le lendemain. Mais voilà, et surtout derrière, le lendemain, il y a une émission. 13h, non? Ouais, il y a une émission sur le journal de 13h. Donc la nuit avait été courte. Ouais. Derrière, retour à Marseille avec tour au stade Vélodrome tard le soir. Donc tu dors pas très bien la nuit derrière. Et puis le samedi, tu te prends Paris qui vient pour te taper parce que le titre était en jeu. Et surtout, tu n'as plus rien dans les cannes, quoi. Et on le dit souvent tous, on est tous à peu près unanimes pour parler de ce match-là, dans le sens où
Paris nous marche dessus en début de match et marque rapidement. Ouais. Et ça a été la pire chose pour eux. En réalité, c'est pas le physique qui a pris le dessus, c'est l'orgueil, quoi. Et à partir de ce moment-là, ça a été déjà une boucherie sur le terrain parce que ça a commencé à taper fort, parce qu'on était vexés. Dans les tribunes aussi, malheureusement. Aussi dans les tribunes. Mais nous, on était vexés sur le terrain, donc ça a commencé à... Et puis il s'est passé un truc... surréaliste, comme quoi on était touché par la grâce avec le but de Basile. Voilà, c'est Franck qui marque, non, c'est Franck ou Alain Boxic qui marque, je ne sais plus. Il y a Alain c'est Alain, hein, Franck est dans le coup, je crois, mais et toujours est-il que c'est le but qu'ils mettent nous pique au vif et c'est sur la fierté qu'on est allé le chercher. Ce match est encore. Il faut voir ça, quoi. Le but de Basile, tu le vis comment, toi? Le but de Basile, justement, c'est un but qui restera jamais dans l'histoire de l'OM, celui-là, hormis celui du 26, mais celui du 29, en termes de construction, de finale. Quand je le revois encore aujourd'hui, alors je suis pas étonné parce qu'il était plus endroit dans la tête que des pieds, Basile, donc je suis pas étonné. Mais par contre, quand je revois l'action et ce qu'il fait, j'hallucine encore et j'y crois toujours pas, quoi. Dans ce genre de match-là, ce moment-là du match, contre cet adversaire-là, après ce qu'il avait fait à Munich, Basile, il a été, ça a été le touché par la grâce. Et il y a plein de questions là qui arrivent sur Twitch, là, sur le chat de Twitch. Il y a une question sur Bernard Tapie. L'Audiez nous demande, est-ce que les joueurs avaient... Enfin, quels étaient les rapports avec Bernard Tapie? Est-ce que les joueurs avaient peur de Bernard Tapie ou est-ce qu'il était proche des joueurs? Alors, il était proche des joueurs dans le sens où c'était pas le président qui arrivait au coup d'envoi pour se montrer dans la tribune. Il était généralement le midi avec nous. Sûrement à la collation de 16h, là il était là avec nous. Et puis quand il venait avec nous, il n'était pas à la table des coachs à manger avec eux, il était avec nous. Donc il faisait le tour des tables, il venait se mettre à côté de toi, il prenait un bout de pain, il sauçait dans ton assiette et il commençait déjà à te manger le cerveau, à te dire Eric, ce soir, tiens, Christophe Coquart, il a dit qu'il allait te manger, tu sais, parce que moi il me le faisait toujours. Coquart, tu as vu ce qu'il a dit sur toi? Il va te manger et tout. Donc tu pars, le premier tacle, j'ai attrapé là. Et c'était pas de ma faute, c'est mais c'est vrai qu'il était proche de certains, c'était pas mon cas, mais je pense qu'on en avait, bon moi j'en avais peur, et on le craignait tous, au point de, et d'ailleurs on ne pourrait pas avoir la stat aujourd'hui parce qu'on n'a pas de souvenir des matchs où il venait ou il ne venait pas. Il venait tout le temps au Stade Vélodrome, et il était très souvent là à l'extérieur, voire tout le temps, mais dans la saison il devait sauter 3 ou 4 matchs par rapport à ses activités professionnelles. Eh bien, on n'était pas les mêmes quand il était là et quand il n'était pas là. Et quand il n'était pas là, c'était le Club Med et on est souvent passé au travers quand il n'était pas là. Et quand il était là et qu'on faisait une première mi-temps moyenne, il descendait dans le vestiaire et là, c'était au lance-flamme, il nous prenait. Et comme par hasard, quand on revenait en deuxième mi-temps, il nous avait gonflé à bloc. C'est une fierté en fait, qui t'est gardée parce qu'entre l'équipe de 89 et l'équipe de 93, si je ne me trompe pas, on mis Sauzé. Franck, qui est parti entre-temps et qui... C'est le seul à avoir été... sur le doublé 93, je suis seul avec Basile et Abedi sur 91-93. Mais sur le doublé de 89, tu as raison. C'est une fierté pour toi de te dire qu'il t'a fait confiance du début à la fin, en fait. Alors, attention, il ne m'a pas fait toujours confiance. Hein. J'en ai souvent parlé ces derniers temps, notamment quand il nous a quittés, parce qu'il y a eu beaucoup d'hommages et on a beaucoup pensé à lui, on a beaucoup parlé de lui. Et moi, j'ai 2 ou 3 fois, j'aurais dû partir. Dont une fois en début de saison 92-93, donc, où moi je me fais les croisés après Bari. Je fais une saison blanche entre 91 et 92. Et là, je dois partir à Nîmes. J'ai Michel Mézier au téléphone, qui était à Nîmes à l'époque. Il y a Canto qui était allé là-bas aussi. Et il y a Philippe Vercruz qui était allé là-bas. Et c'est Jean Fernandez qui me rattrape par le col avant de partir en me disant, c'est lui qui avait repris l'entraînement en début de saison puisque Raymond arrive plus tard. Et c'est Jean Fernandez qui m'a dit, ne pars pas, t'inquiète, tu vas jouer. Mais j'aurais dû partir et plusieurs fois. Et je le dis, j'aime à le répéter. Et je sais même que Dominique Tapie, la femme de Bernard, m'a sauvé la mise plusieurs fois parce que j'ai su qu'elle m'aimait beaucoup et que elle lui parlait beaucoup de moi, quoi, voilà. Et oui, apparemment c'était simple, hein.
on avait un objectif, c'est tu traînais trop, tu partais, quoi. Voilà, c'était voilà. Et à un moment donné, quand il est blessé longtemps, il pensait que je ne reviendrais plus. Il y a des mecs qui arrivent, la concurrence est rude. S'il pense à un moment donné que tu ne vas pas suivre, ben, il y en a un autre qui arrive. Hein. Et donc j'ai eu, à ce moment-là, Jean Fernandez qui prend l'entraînement, ça m'a apporté chance. Ça n'a pas toujours été si simple que ça, en fait. Madame Tapi qui m'aimait beaucoup. Bon, voilà. Allez, ce match de 92, là, ce PSG-OM de 92, qu'est-ce qu'il vous avait dit, Bernard Tapie, dans le vestiaire, là, pour que vous soyez aussi rugueux, comme disait Guillaume? C'est pareil, on sait tout maintenant, puisqu'on en a parlé 150 fois de ces histoires-là. Ben oui, c'est la grande rivalité. Il nous avait allumé dans la presse, et bien sûr, Bernard, il avait fait en sorte que l'article en question, en plus qu'on le lise tous, qu'on l'ait devant nos yeux tous les jours en arrivant à l'entraînement pendant 4 ou 5 jours avant le match, quoi. Et ce qui devait arriver arriva, ça a été... Pour les plus jeunes, on trouve les 20 premières minutes du match sur Internet. C'est je ne sais pas si on peut appeler ça du football. Il y avait un ballon, il y avait 22 mecs et il y avait un ballon au milieu, mais je ne suis pas sûr que ça pouvait appeler ça. Tu en parles avec tes adversaires de l'époque, justement, les Parisiens que tu côtoies aujourd'hui. Moi, j'ai croisé David Ginola, je l'ai croisé plusieurs fois. Daniel, bravo. À tous. J'étais à l'équipe de France après avec Paul Le Guen, Vincent Guérin, Alain Roche, Bernard Lama. Une fois, j'avais fait une interview de Basile Boli qui racontait qu'Alain Roche avait la gerbe en rentrant en le voyant. Alain Roche avait répondu dans les médias en disant que c'était pas vrai. Oui, Basile, après, attention, Basile, pour raconter les histoires, il est fort. Hein. Non, on avait un ascendant psychologique sur les mecs, ça c'est sûr. Ils le reconnaissent d'ailleurs. Hein, où nous, on était dans le combat, eux, ils voulaient gagner un match et que c'était une rivalité pour eux. La différence avec nous, à Paris, quand tu te lèves le matin, que tu vas amener ton enfant à l'école, tu n'as pas le papa de ta copine, la copine de ton fils qui te parle du match toute la semaine, tu vois. Alors que nous, tu vas acheter le pain, le mec te parle du match contre Paris. Donc la différence, elle est un petit peu là, quoi. Nous, on avait un truc en plus à ce niveau-là. Et puis une grinta, bon, nous on était fait pour le combat aussi, donc on avait cet avantage-là. Mais eux, ils avaient une grosse équipe qui donnait aussi. Hein. Et oui, on avait un ascendant psychologique parce qu'on les gagnait ces matchs-là, comme eux, ils l'ont en ce moment sur beaucoup d'équipes. Voilà, ça vient. Hein. Allez, on va terminer rapidement sur ta carrière. Tu finis à Monaco, 4 saisons. 4 ans à Monaco, ça se passe bien. Hein, et il y avait Basile avec toi d'ailleurs. Ça se passe bien, ouais. Il y a Fabien Martel surtout qui arrive très, très rapidement. Sonny Anderson qui arrive en même temps que moi en 94. Avec Arsène Wenger. C'est Arsène qui me fait venir, donc que j'avais connu à Nancy, qui malheureusement part très rapidement. Et puis c'est Gérard Banide qui prend la suite et qui finit la saison. Avec un entraîneur extraordinaire avec lequel c'est éclaté. Les entraînements avec Gérard, c'était merveilleux. Comme par hasard, on avait fait une super fin de saison. Et il y avait Enzo Schifo, Manu Petit. On avait une grosse équipe et on est champion en 97. Et moi, c'est vrai que je fais deux saisons et demie. Je suis international jusqu'en 96 pour l'Euro. Blessure à la fin, je crois. Hein. Et ouais, je me fais le genou, je me fais opérer plusieurs fois. Jean-Pierre Franceschi, qui je pense énormément, qui a essayé de me sauver mon genou. Et donc, j'ai pratiquement plus joué sur les 2 dernières saisons. J'ai plus beaucoup joué. Mais expérience. Alors, passer de Marseille à Monaco, c'est compliqué. Il vaut mieux faire l'inverse. Il y avait même si j'ai pas été super bien accueilli quand je suis arrivé, parce qu'il y avait une grosse rivalité, l'équipe qui est championne avec donc les joueurs que j'ai cités, j'ai passé 4 ans super. Monaco pour finir, donc, et puis après, boum, on est propulsé dans une nouvelle vie, comme ça, du jour au lendemain presque. Hein. C'est ce que nous racontent souvent les sportifs professionnels qu'on côtoie. Ça doit pas être facile de finir avec cette adrénaline forte, cette fameuse petite mort là, ça existe vraiment là, oui, ça existe. Le deuil de l'adrénaline de la compétition de haut niveau. Ça existe pour certains. Moi, finalement, j'ai eu beaucoup de chance, là encore, puisque quand tu te blesses et que tu ne peux plus jouer, tu t'arrêtes, tu n'as pas de regret. La
le garçon qui a des regrets et qui le vit mal, c'est celui qui pense qu'il peut encore jouer, qui s'arrête et qui regarde les matchs en disant « Waouh, je pourrais être sur le terrain avec les… » Moi, je regardais les matchs, finale de Coupe du Monde 98, parce que je me souviens, je venais de déménager, je venais m'installer à Gémenos, donc retraité. Finale de la Coupe du Monde 98, sur le terrain, j'ai que des potes, quoi. J'avais fait l'Euro 96 avec eux. J'étais heureux pour eux, mais malheureux parce que j'avais raté le truc à 2 ans près, mais sans arrière-pensée, parce que j'étais bouilli, quoi. Je ne pouvais plus marcher, j'étais bouilli. Donc, et surtout, moi, j'avais préparé ma reconversion 3 ans après, 3 ans avant, pardon, puisque en 95, j'avais été élu à la mairie de Marseille avec Renaud Muselier et Jean-Claude Godin. Et dès que je suis revenu en 98, j'ai été adjoint au maire et ma vie. On va voir des images d'ailleurs, regarde avec Jean-Claude Godin. Avec Jean-Claude, ouais. Voilà. J'ai fini ma carrière le 30 juin 98. Le 2 juillet, j'étais dans les rues de Marseille ou à mon bureau derrière la mairie pour assumer mon nouveau boulot, quoi. Et avec comment c'est venu ce nouveau rôle, justement? Alors, contacté, c'est toi qui as fait la. Non, c'est Renaud Muselier qui m'avait contacté. Il est là, Renaud Muselier. On avait un ami en commun et c'est quelqu'un que je connaissais. Et c'est lui qui est venu me chercher en 95 en me disant voilà, on va présenter une liste, on aimerait que tu sois là avec nous. Moi, j'étais à Monaco à l'époque. Moi, quand les années tapis à Marseille, quand je jouais ici, je faisais beaucoup du social, quoi. Chaque fois qu'une association me contactait, j'essayais toujours de faire des actions de terrain. J'étais assez sensible j'avais passé 15 ans dans cette ville, donc j'avais envie de participer à mon petit niveau à des actions sur le terrain, et donc ça me plaisait déjà, parce que la politique en réalité c'est agir pour sa ville, quoi. Et puis j'étais à Monaco et c'était une manière de me rapprocher de Marseille, donc voilà pourquoi ça m'a beaucoup plu. Ouais. J'ai fait 2 mandats, 13 ans du coup, puisqu'il y a un mandat qui avait duré 7 ans. Ouais. Je m'occupais de la jeunesse dans les quartiers. J'avais une directeur de service, Jean-Max Trouillet, que j'embrasse, qui connaissait Marseille et les associations de quartier sur le bout des doigts, et j'ai fait des trucs super avec des animateurs, des centres sociaux extraordinaires dont on parle trop peu, qui font un travail merveilleux sur le terrain, des gamins qui, pour beaucoup, voulaient s'en sortir et qui étaient réceptifs à ce qu'on faisait. Et moi, j'ai fait des opérations avec des groupes qui jouaient au Dôme devant 5000 personnes. Soprano, par exemple, avec Psychiatre de la Rime, a fait Planète Jeune, ça s'appelait. Quand je l'ai croisé la dernière fois, je lui en ai parlé. Il ne savait même pas que c'était moi qui avait mis ça en place à l'époque. Il avait joué au Dôme devant plein de monde, grâce à nous. Stade Vélodrome pour des gamins qui avaient fait du foot. Donc, et puis surtout, beaucoup voilà, on se sent utile, quoi. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est ça la politique. Après, si tu veux monter dans les échelons, là, c'est pas pareil. Il faut sortir le poignard. Et bon, moi, ça m'a. Oui, c'est ça. Allez, je reviens juste pour une question de Matt là, qui nous revient juste au foot. Après, on va parler de ta vie dans les médias. Eric, ça t'a jamais frôlé l'esprit de partir à l'étranger pour un grand club, partir à l'étranger à la fin de l'année 93, par exemple. Voilà. Finalement, tu as toujours été joueur dans des clubs français. Il n'y a jamais eu une tentation de partir. C'était rare à l'époque, cela dit. Hein. Voilà, c'était rare. Il y avait à l'époque, c'est simple. Franck Sauzet est parti à l'Atalanta juste après la finale 93. Ça s'est pas très bien passé. Jean-Pierre était parti un an avant, voilà, il y avait Lolo Blanc, Canto après à Manchester, mais des Français qui partaient à l'étranger, il n'y en avait pas beaucoup, et c'était pas toujours des grandes réussites. Il n'y avait pas encore Larry Bosman. Voilà, mais après la finale 93, j'avais été contacté par un club espagnol qui était entraîné par Jorge Valdano à l'époque, avant qu'il aille au Real, qui était Tenerife. C'était Valdano, il me semble, qui était entraîneur là-bas. Il faudrait regarder, peut-être que les gens qui nous regardent vont vite voir. Je pense que 93-94. Et j'avais été contacté et ça m'avait gratté. Ça m'avait gratté
et c'est un grand regret dans ma carrière, c'est moi pouvoir partir vivre à l'étranger dans une autre culture grâce à ton métier, à ta passion, je pense que c'est une grande chance. Voilà. Moi, quand je vois Blaise Matuidi aux États-Unis, par exemple, aujourd'hui, ou des garçons qui sont partis dans des pays, je sais pas, le Japon, par exemple, puisque je sais que Pixie y était allé, Dragan, Sojkovic. Voilà, découvrir un autre pays, une autre culture grâce au foot, c'est un manque dans ma vie. Ouais. J'aurais aimé peut-être à un moment donné, mais c'était pas dans les mœurs à l'époque. C'est pas la même époque. C'est pas la même époque. Aujourd'hui, où les joueurs. Larry Bosman, c'était plus tard. 96. Ouais, et tout qui a permis de. Et moi j'étais bouilli donc je pouvais pas partir. On va revenir. On va parler maintenant de ta vie de consultant média sur RMC principalement. Moi j'ai une seule question à te poser. Quand ça chauffe un peu là avec Riolo, avec d'autres, est-ce que c'est vraiment est-ce que vous êtes vraiment sincère? Est-ce que vous vous fritez vraiment? Ou est-ce que c'est un peu du show quand même? Alors. Bon, moi, ça fait 15 ans que je participe au Moscato Show. On est tous ensemble pratiquement. Il y a eu quelques arrivées, mais on est tous ensemble depuis le début. On est très potes. On peut se chauffer et des fois monter dans les tours, mais des fois, c'est un show. Le Moscato Show, c'est un vrai véritable show. C'est la forme est plus importante que le fond dans cette émission-là. Okay. Par contre, je me suis chauffé plusieurs fois et vraiment au point que ça tourne mal plusieurs fois dans les émissions, que ce soit l'After ou avec Dugas derrière ou avec Jérôme Bretagne aujourd'hui. Dans les émissions foot, je me suis chauffé plusieurs fois au point de Dugas par exemple, quand il arrive et qu'il prend son émission. Lui, il arrivait de la télé, il connaissait pas trop les mécanismes de la radio. Je l'ai rendu fou plusieurs fois, mais c'était tendu quoi. Daniel Riolo, 2 ou 3 fois, même il y a eu un soir qu'on peut retrouver où je le menace et où mon boss m'avait... Non, il m'avait même pas appelé mon boss. J'avais croisé mon boss 2 ou 3 jours après. Et je le regarde, j'ai dit putain, je croyais que tu allais m'appeler après l'échange un peu truc qu'il y a eu sur la radio. Il m'a dit non, moi j'aime bien moi quand ça chauffe comme ça. Par contre, tu aurais pas dû le menacer, il m'a dit. Il m'a dit ça, par contre, tu aurais pas dû parce que c'était aller loin, ouais. C'était pas comme ça dans les années 80-90, il n'y avait pas des émissions comme ça où ça chauffait comme ça. Non, mais c'est vrai que le foot a changé aussi à ce niveau-là, quoi. J'en parle souvent. Comment on aurait réagi, nous, si tous les jours il y avait une émission qui parle de foot, où tu te fais découper en 1000 morceaux. On a eu cette chance-là de ne pas avoir ni les réseaux sociaux, ni les émissions journalières sur le foot. Nous, on pouvait faire les cons, personne ne le voyait, quoi. Ça sortait pas. Voilà, ça sortait pas. Là, aujourd'hui, les mecs, ils ne peuvent pas sortir parce que tout ce qu'ils font est épié, amplifié. Et en plus, toute leur performance est analysée à la seconde près. Pas toujours objectivement, quoi. Donc c'est compliqué, ouais. Qu'est-ce qu'aurait dit Éric Dimeco le joueur sur Éric Dimeco le consultant, par exemple? Ça dépend. Si c'est le Éric Dimeco qui regarde le Éric Dimeco jouant sous le maillot de l'OM, il aurait aimé son mauvais caractère. Si ça avait été un Éric Dimeco qui joue dans un autre club, il aurait découpé, quoi, tu vois. Voilà, parce que bon, c'est toujours pareil. Moi, j'ai une position un peu... Enfin, on a tous, les consultants, on a tous une position particulière quand on parle, parce qu'on a tous une étiquette de club plus ou moins. Bon, moi, la mienne, elle est grosse, parce que j'ai passé 14 ans au club. Donc, il y a des Jérôme Bretagne, il est parisien, il a joué au PSG, mais pas autant que... Voilà, il est identifié parisien, PSG, mais pas... Il y a l'audience là qui nous dit, ça te fait quoi d'être entouré de Parisiens à RMC? Ouais, mais attention, il y a pas mal de supporters marseillais dans les rédactions des médias à Paris. Alors ils se planquent un peu en ce moment parce que c'est pas les Parisiens, c'est plus facile de s'afficher parisien en ce moment vu comment ils flambent. Non, ça me dérange pas. C'est rigolo parce qu'on se frite bien. On peut se chambrer aussi. Après, il y a des consultants ou des journalistes supporters qui sont objectifs aussi, quoi. Ouais. Moi, quand j'entends Daniel Riolo aujourd'hui, qui est journaliste, fan du PSG, quand on l'entend parler du PSG aujourd'hui, il est dur avec le PSG, Daniel. Il connaît bien le foot, demande la il connaît. Après, attention, il a un personnage. C'est un des seuls qui connaît bien le foot. Oui, c'est ça. Non, mais bien sûr qu'il connaît bien le foot. Il a un avis. Moi, j'ai vraiment. Il y a un truc qui est important. Et c'est pour moi une force du foot, et je suis même fier que le foot soit comme ça. Tout le monde peut parler de foot. Ouais. Voilà. C'est pas
C'est pas parce que tu as été joueur que tu parles mieux de foot que quelqu'un qui n'a jamais joué mais qui le regarde depuis tout petit. Avec Vincent qui est rugbyman, on se chambre toute la journée sur ça, mais le rugby est un sport élitiste où les règles sont compliquées. Quand tu n'as pas joué au rugby ou quand tu n'as pas baigné dans une culture rugby, tu comprends pas tout, et eux te le font sentir que c'est vraiment un microcosme. Nous, on a une force, c'est que c'est le sport universel et populaire au possible. Tout le monde a essayé de taper dans un ballon une fois dans sa vie, même celui qui a les pieds carrés, et surtout quand tu as été baigné dans le foot de tout petit supporter et que tu regardes plein de matchs, tu connais le foot peut-être mieux que d'anciens joueurs et peut-être que tu en parles même mieux. C'est pour ça que moi je ne supporte pas un ancien joueur, je le dis souvent à Jérôme Roten qui a cette répartie-là, quand il dit ouais mais nous on a été joueurs, on a été dans le vestiaire, ouais non mais c'est pas pour ça que tu en parles mieux et que tu comprends mieux ce qui se passe sur le terrain, parce qu'il y a des mecs, un mec comme Daniel Riolo, je crois qu'il a les pieds carrés Daniel, et qui a jamais joué au foot, mais qui a une pertinence. Alors après, attention, il a un rôle, il a un personnage qu'il entretient aussi, comme nous tous, on a tous un personnage qu'on entretient, mais il a des fulgurances. Moi, j'écoute tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont une vision que moi, je n'ai pas quand je regarde un match. Et c'est pour ça qu'il faut écouter tout le monde, parce que voilà, il peut y avoir comme ça un truc auquel tu n'as pas pensé, moi. Même par exemple Jean-Michel Larquet, qui est d'une autre génération que moi, même Roland, des fois il a des visions de match ou de foot que moi je n'ai pas. Et je me dis, ah ouais, mince, celle-là je ne l'avais pas vu venir, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours écouter tout le monde. Le tout, quand on travaille dans les médias, c'est il faut pas être un robinet d'eau tiède, quoi. Il faut être clivant, quoi. Voilà, tu as des convictions, tu les exprimes. Les gens qui ne sont pas d'accord, bon, il y en a qui t'insultent. C'est pas grave. Il y en a toujours. Oui, je m'en fous, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. mais par contre, moi, quand j'entends quelqu'un, moi j'ai envie d'être ou d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui. Et voilà. Les avis sont un peu partagés. Hein. En effet, il y a la papaye-13 qui dit Riolo comprend mieux le foot que 95% des consultants. Il y en a d'autres qui disent qu'il parle mal et respecte personne. Voilà, c'est vrai mais ça, c'est le personnage. Il est clivant. Il est clivant, mais c'est pour ça, moi je pars du principe qu'un journaliste ou un consultant qui parle de foot tous les jours, parce que c'est tous les jours, donc à un moment donné, il faut avoir son personnage, il faut être clivant et il faut avoir des avis tranchés. Ouais. Nous, on nous demande d'avoir des avis tranchés. Après, oui, probablement, tu dis le ciel il est bleu, il y en a qui vont te dire qu'il est blanc ou noir. Hein, mais toi, la bascule, elle se fait comment? Parce que tu es quand même dirigeant de l'OM. Pas longtemps, attention, 2000 sous les éphémère avec Marcel Dib. De réussite dans un moment compliqué du foot, du club. Tu as mal vécu que ça ne soit pas une réussite ou comment ça? Non, parce que je sais pourquoi. C'est trop tôt pour moi, dans un moment du club où c'est perturbé. Yves Marchand devient président, il ne connaît pas trop les rouages, ni du club ni du foot. Moi, je suis plutôt une caution quand on me fait venir. Il y avait eu les événements de la commanderie avec les voitures brûlées, etc. Et on ne me fait pas venir pour les bonnes raisons, quoi. On me fait venir pour apaiser, et j'ai pas, voilà, ça me serait tombé dessus 10 ans après, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Là, l'image qui reste, c'est presque l'une des seules qui peut rester, c'est le jour de la mort de Depay où tu es aussi sur le terrain avec eux, justement, parce que toi tu l'avais connu. Oui, c'est ça, mais bon, ça dure 6 mois. Ouais. Dans un moment particulier, moi je suis trop jeune, 35 ans ou 36 ans à l'époque, quand tu n'es pas manager d'un club à 36 ans, c'est pas possible. Et tu bascules comment dans les médias après? Si on vient te chercher ou c'est le hasard, complètement. J'écoutais RMC, j'appelais le Standard pour les émissions de Bourdin ou des grandes gueules, là, pour le truc politique. Là, je me souviens, une fois, j'avais appelé pour les grèves des poubelles. C'est vachement original. Il y avait eu une grève des poubelles. Il y avait une grève des poubelles à Marseille en 94 ou 80. Non, 80. Non, je venais de m'arrêter 98. Et j'avais appelé, donc ils parlaient de nous à Paris pas trop bien, donc j'avais appelé pour défendre un peu Marseille. Et le garçon qui était au Standard est Adrien Higuain, qui est avec moi aujourd'hui dans le Moscato Show. Et François Pesanti, qui était le boss à l'école à l'époque, m'avait entendu à l'antenne. Et quand Vincent Moscato récupère son émission en 2007, il cherche des consultants. Et voilà, naturellement, il dit bon, mais là, j'ai entendu une grande gueule à Marseille, là, qui l'ouvre bien, là, on va l'essayer. Et puis ça a matché tout de suite, quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans les médias, moi, par hasard. Oui, complètement par hasard, finalement. Comment il est, Moscato? Quel personnage il est? Il est égal à ce qu'on peut entendre. D'abord, c'est un mec extraordinaire qui me fait mourir de rire. Dans la vie comme à l'antenne. 15 ans qu'on est ensemble, donc on est devenus potes.
Moi, je les chambre souvent sur les valeurs du rugby, mais c'est vrai qu'ils ont un truc en plus par rapport à nous, parce que voilà, et ce mec d'une fidélité, voilà, et un exemple, on a tous les 2 mois, on a les sondages des résultats. Donc, j'ai travaillé avec d'autres à la radio, j'ai travaillé avec d'autres gens que lui. Hein. C'est le seul qui, tous les jours de sondage, appelle tout le monde et m'appelle pour me remercier, pour me féliciter. Ouais, c'est grâce à toi, c'est grâce à nous. Il tire jamais la couverture à lui, il nous met toujours en avant. Et puis surtout, moi, tous les jours, 15h, quand j'arrive à l'antenne, j'ai la banane parce que je sais que je vais passer 3 heures à rigoler. Ça se prépare quand même les émissions? Vous les préparez sérieusement? Oui, mais on n'a presque plus besoin de les préparer parce qu'on se connaît par cœur maintenant, 15 ans. Et puis je le disais, c'est un show, on est plus dans la forme que dans le fond. Nous, on est à un horaire 15h, 18h. Les gens qui nous écoutent, ils sont dans une voiture. Généralement, ils sont au boulot ou ils rentrent du boulot. Ils n'ont pas envie d'entendre parler du Covid, du pass sanitaire, je sais pas, la politique. Ils en ont entendu parler. Donc là, ils posent le cerveau et puis ils entendent des mecs qui racontent des saucisses pendant 3 heures, qui se charment, qui rigolent, des fois ils exagèrent un peu, des fois ils dérapent un peu. Mais des fois, il y a des fulgurances parce que Vincent, attention, il a une vision. Quand il parle de foot, il connaît. Il a des fulgurances et une vision sur l'homme surtout, sur qui moi des fois quand Neymar signe à Paris. Il dit attention, grosse escroquerie, vous allez voir, tu vois, il sentait que le mec, et puis force est de constater que régulièrement il nous dit vous avez vu ce que je vous avais dit sur le voilà, il a il a le bon sens paysan presque on dirait là, et donc des fois bien sûr il y a un peu de fond quand même dans l'émission. C'est clair. Bon, mais c'est parfait. On va parler un peu de Twitter parce que j'aimerais quand même poser des questions et j'aimerais savoir un peu comment Guillaume, qui a 22 ans, arrive. Comment ça marche? Explique-moi Guillaume du coup. Alors, donc tout le monde s'insulte sur Twitter, c'est ça? C'est génial, non? 70 000 followers. Ouais. C'est beau ça. J'ai l'impression que c'est beau ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Comment se passent tes journées? En fait, tu suis l'actualité de l'OM en permanence, tu retweets, Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que les gens s'abonnent et te suivent en fait? Tout simplement au début, on commence par retweeter justement les comptes qui font déjà ça ou les articles qui sortent. Et au final, j'ai décidé en quelque sorte de changer ma façon de faire. Et comme j'aimais bien faire ça, j'ai tout simplement maintenant, je reconnais quels journaux sont fiables ou pas, quels articles je peux mettre ou pas en fonction des abonnements qu'il faut, parce que c'est pas évident, il ne faut pas mettre des photos par exemple. Donc il faut faire vraiment attention aujourd'hui et effectivement c'est à temps plein. Parce que, c'est à temps plein. Parce que Marseille, c'est beaucoup plus. Mais de l'info tout le temps. Mais tu as envie du coup? Ah d'accord. Non, désolé, je vais poser des questions bêtes, mais moi je suis pas trop. Non, mais même que je vais en cours, etc. Donc, voilà, d'accord, oui. Oui, je suis étudiant et forcément il y a des moments où je peux pas tout simplement. Par exemple, les conférences de presse où je suis en cours, tant pis, c'est pas grave. Tu suis les conférences de presse et quand je suis en cours, je fais l'impasse parce que forcément je peux pas. Mais ça va, tu peux le faire en cours, tu mets la truc là, c'est pas évident. Tu tweets, ça fout maintenant. Je suis en filière, c'est une école de management de sport, en quelque sorte de communication à Nice. Et en fait, j'ai plus le temps le matin, justement, quand je vais en cours, de voir si des articles sont sortis la nuit, par exemple à l'étranger ou quelque chose comme ça. Ou le soir. Tu arrives à avoir pas des scoops, mais des infos avant d'autres, parce que c'est ça qui est recherché souvent par les followers. Qu'est-ce qui fait la différence? Je dirais que c'est ma rapidité. Je pense que c'est ma rapidité à sortir les informations. D'accord, voilà, ouais. Donc tu as des premiers quoi. J'ai pas d'informations en soi parce que je suis pas journaliste, je suis pas retenu. Tu relayes très vite en fait. Ouais, c'est ça. Donc du coup, toi tu es abonné à des comptes un peu de partout dans le monde. Par exemple, si un club argentin, un joueur argentin va signer à l'OM, tu peux le savoir parce que tu as vu l'info là-bas, alors qu'ici, nous, on ne sait même pas qui c'est encore. Quoi. Ouais, par exemple pour Benedetto qui va partir très vite, là, je crois demain. On s'abonne aux comptes étrangers argentins qui sont fiables ou réputés en tant que tels. Et on s'abonne par exemple à Boca Junior qui va avec la cloche, qui va forcément, quand il va officialiser, je serai directement informé pour directement le dire à mes abonnés pour qu'ils sachent la nouvelle tout simplement.
Voilà, c'est ce qu'on appelle la curation. Hein. Nous, dans notre métier, c'est d'arriver à récupérer de l'info un peu partout et de la, tu fais ça par passion, quoi. Ouais, et toi, tu arrives maintenant avec ton expérience et ton œil un peu aiguisé, tu arrives à connaître les infos fiables et celles qui le sont moins, ou les sites fiables, ceux qui... Oui, par exemple, il y a des journaux en Angleterre où on sait qu'ils ne sont pas forcément fiables, donc on ne va pas prendre le risque de sortir l'information. Sortir des grosses sources. Qui va sûrement d'ailleurs être démenti la journée d'après. Donc forcément, je connais maintenant quels journaux je peux mettre qui sont fiables. Et ça t'arrive de sortir une info et qu'à l'arrivée, tu t'es fait... oui, c'est déjà arrivé de sortir. Mais après, c'est pas, je relais les informations des journaux, par exemple, ou de chaînes qui sortent les informations. Et ça m'est déjà arrivé, par exemple, que Bounassar, à l'époque à Marseille, eh ben, il démente directement mon tweet. Alors que j'ai cité une source, une tierce source. Donc c'est pas forcément destiné à moi, mais c'est pour ça que c'est important de vérifier et de savoir quelle chose mettre dans le tweet. Quand il y a un joueur qui reprend ou qui contredit un de tes tweets, ça t'amène du monde, je présume, non? De la visibilité, non? Récemment, il y a Alvaro qui l'a fait. Sur un tweet comme sur Bordeaux, qu'il a fait, il a rigolé parce que bon, il a clairement dit que c'était pas vrai. Moi, ça me dérange pas en soi, mais moi, je ne cherche pas forcément à avoir du monde qui vienne sur ma page, donc tant mieux en soi qu'il interagisse et que les internautes puissent savoir ce qui est faux, ce qui est vrai, même s'il y a peut-être un peu d'intox là-dedans. Moi, ça me déplaît pas. Et du coup, tu veux faire quoi plus tard, du coup, puisque tu fais ça, ça te prend beaucoup de temps d'après ce que j'ai compris, tu fais une école de... Par rapport à mes études, je me rends plus vers la communication, je dirais. C'est-à-dire faire ça pour un club, par exemple? Ouais, ça pourrait me plaire. C'est-à-dire community manager, ça s'appelle ça? Commencer community manager, par exemple, et peut-être derrière grimper quelques échelons. Sur la com du club. Un bon poste peut-être dans un club. On va espérer Marseille, mais... Toi, tu ne donnes pas ton avis, toi. Tu relais surtout. Tu n'entres pas dans le débat violent, parce qu'il y a beaucoup de clash sur Twitter, il y a beaucoup de haine et de violence qui sont... Quand tu sors une info qui est commentée donc avec un débat, tu rentres dans le débat ou toi tu t'en fous de ça? Oui, je peux rentrer, mais j'ai pas forcément besoin parce qu'il y a d'autres internautes qui vont répondre à un mauvais commentaire ou un bon commentaire et ça va faire le débat tout simplement entre eux. Mais ça ne me dérange pas de répondre ou même de préciser un truc pour que les mecs partent pas dans tous les sens. Et je réponds plus souvent d'ailleurs en message privé sur Twitter parce que les gens me demandent mon avis par exemple à une info. Donc je leur donne moins sur mes tweets, mais plus en message privé parce que les gens ils me demandent et moi justement ça me plaît de parler de ça. Donc je leur réponds tout simplement. D'accord. Et ouais, c'est bien de toutes les semaines on reçoit dans Mercredi C'est Foot un membre de la communauté OM. C'est un monde merveilleux. Tu découvres un nouveau monde. Ouais, non. Alors moi je suis pas sur les réseaux sociaux, mais je suis sur Instagram avec Osiris Coverband, le groupe donc. Et c'est vrai que bon, c'est un peu plus bienveillant d'après ce que j'ai compris. Il y a Omi130 qui demande est-ce que tu vas un peu sur Twitter de temps en temps? Non, Twitter non. Jamais. Ouais. Non, moi je. C'est un monde merveilleux où par exemple on ne va retenir de toi que ta déclat lors sortie du contexte. Ah non, mais moi je sais que moi je sais que je me suis fait allumer. On était ensemble sur BFM Marseille la première avec Romain justement et tu parlais de Paul Lopez. Et on a sorti une petite séquence de 15 secondes où on parle de Paul Lopez, mais on défend un peu Steve Mandanda par rapport à ce qu'on lui a fait subir humainement. Mais on critique pas Paul Lopez. Et l'enchaînement Twitter fait qu'on en retient, on sort la déclat du contexte, et voilà. Et ça, c'est là où le monde merveilleux. Oui, non, mais je sais, non, mais bon, ça me dérange pas, j'ai compris comment ça marchait. Mais c'est vrai que bon, j'ai été. Le fait de ne pas être sur les réseaux sociaux m'a permis d'échapper, mais quand par exemple lors du Final 8, l'équipe annonce que je ne veux pas commenter la finale si c'est Paris. C'est parti, mais alors il paraît, bon, moi ma fille qui est dans les réseaux sociaux ou des copains à moi m'ont dit, bon, oui, je me suis fait insulter par... Alors c'est rigolo parce qu'il y a des Parisiens qui m'insultaient et d'autres qui me défendaient en disant non mais c'est normal, à la limite ils étaient contents de ne pas me voir commenter Paris en finale par exemple, tu vois, ceux qui réfléchissent un peu ou ceux qui avaient lu l'article complet parce qu'il y avait les mecs qui disent il ne veut pas commenter la finale et en réalité je disais c'est normal qu'avec Jérôme Roten dans l'équipe ce serait normal que ce soit lui, moi les supporters parisiens n'ont pas envie de voir un Marseillais commenter la finale. Et là on va te cataloguer comme anti-Paul Lopez.
Et presque à te dire qu'aujourd'hui, parce qu'on a eu, nous, quand on a mis le lien de l'émission, on a eu beaucoup de commentaires en disant vous allez poser des questions sur il va encore découper Pau Lopez. Moi j'ai mon banquier, chaque fois que Pau Lopez fait un arrêt, il m'envoie un texto. Voilà, donc lui aussi il a lu le truc. J'imagine que tu reconnais qu'aujourd'hui il est bon. Quoi. Non, mais moi en plus ce que j'ai dit juste que je pense qu'on aurait pu se comporter autrement avec Steven Mandanda, avec le nombre de matchs qu'il a, recordman du match avec le maillot de l'OM, dernier champion de France sur le terrain aujourd'hui. Je pense qu'il méritait un petit peu plus de franchise et une autre sortie que se retrouver sur le banc. Voilà, il y aurait une œillère qui arrivait, je l'aurais vu d'un bon œil. Mais là, avec Pau Lopez qui arrive et lui, comment se comporter avec lui, c'est-à-dire le sort après un match gagné à Monaco, après une sélection nationale où il était dans le groupe, je trouve que c'est pas bien. Et moi, je trouve que le message, et je le répète, le message qui est envoyé quand tu fais ça à Mandanda est pas bon pour les jeunes de ton vestiaire. Si tu es le petit Camara, que tu regardes comment on se comporte avec une légende du club et qu'on te dit il faut que tu prolonges et qu'il te reste un an et qu'on te dit ouais, ça serait bien que tu prolonges pour que tu dis mais comment vous traitez lui, vous voulez que moi vous traitez mal une légende du club, c'est tout moi ce que je dis. Ouais, Pau Lopez, j'espère qu'il sait faire des arrêts quand même, il était à la Roma, il était pas mal. Voilà, donc c'est tout et maintenant je ne vais pas faire l'arbre droit chaque fois qu'un gardien fait un arrêt quand même. Non, mais moi j'aime pas ce que l'OM a fait à Mandanda. Voilà, j'aime pas. Et je dis pas qu'il fallait le faire jouer, je dis juste que quand Pau Lopez y vient, dis-lui, voilà, c'est simple, tu vas aller sur le banc ou alors si tu veux jouer, va ailleurs. Mais je sais de source sûre aujourd'hui qu'il a appris qu'on n'a pas été honnête avec lui. C'est tout, moi, ce que je dis. Hein. Mais c'est vrai que sur Camara, tu as entièrement raison, parce qu'aujourd'hui, on voit la suite. Hein. Voilà, c'est tout. Mais après, on peut pas pleurer. On ne peut pas pleurer à longueur de journée, et c'est le football, la réalité du football en France aujourd'hui, on ne peut pas pleurer parce que les joueurs n'ont plus l'esprit club, ne viennent à l'OM que pour se servir de marchepied pour aller dans un plus grand club, c'est-à-dire que les mecs, ils embrassent le maillot quand ils arrivent, mais au bout de 6 mois, ils se cassent parce qu'ils ont un meilleur contrat ailleurs. C'est le football, ils ont raison, je m'en fous, c'est pas ça. Et quand un mec, il te fait 600 matchs chez toi, qu'il a été champion de France, tu le traites comme ça ? Ah, maintenant, si les supporters sont contents de la manière dont tu as été traité Mandanda, qui ne pleurent pas quand Camara ne prolonge pas ou quand le mec, au bout de 6 mois, il se casse parce qu'il a un meilleur club et qu'il te met une carotte. Tu penses quoi, t'as dit ? Vas-y Guillaume, vas-y. Oui, non, je suis d'accord dans le sens où effectivement apparemment Mandanda il l'aurait appris juste avant Monaco, il me semble, si je dis pas de bêtises, juste avant Monaco, on lui dit comme ça, Sampaoli lui dit comme ça juste avant le match. Après c'est sûr qu'on peut regretter la façon dont ça a été fait parce que voilà, tout a été dit, c'est une légende du club, vu ce qu'il a apporté au club. On savait qu'il allait avoir un après Mandanda dans tous les cas. Oui, c'est obligé. Et voilà, on avait peur de savoir quel gardien allait venir après Mandanda. On voulait vraiment une vraie doublure ou un vrai nouveau numéro 1 qui arrive après Mandanda. Bon, visiblement, heureusement pour nous, Lopez il fait les bons arrêts, il fait ce qu'il faut, il s'intègre bien dans le système, mais c'est sûr que dans le fond, on peut regretter la façon dont Mandanda a été écarté. Et on voit le miroir un peu des réseaux. Il y a Omis 130 qui dit le problème, c'est qu'on te voit comme un anti-Pau Lopez et pas comme quelqu'un qui défend Steve. Oui, mais bon, à la limite, celui qui pense que je suis anti-Pau Lopez, je m'en fous, c'est qu'il n'a pas écouté ce que j'ai dit. Ouais. Moi, je dis juste qu'on aurait dû se comporter autrement avec Steve Mandanda. Voilà, c'est tout. Allez, on va passer rapidement, avant de finir, on va en finir dans quelques minutes, au deuxième thème très rapidement de cette séquence en direct sur Twitch. C'est l'OM du moment, là, l'OM qui n'avance pas trop en ce moment, avec ce match nul à Lille. Bon allez, donne-nous très, très rapidement ta vision de l'OM de ce début d'année, là. Bon, les problèmes offensifs commencent à être récurrents et on a hâte de voir ce que va donner Bakambu pour voir si c'est une solution supplémentaire, peut-être dans un couloir, peut-être devant, peut-être associé à Milik, mais j'y crois pas trop parce que c'est pas trop le système Sampaoli. Voilà, je crois savoir, parce que je vis dans cette ville, donc et tous mes potes sont supporters de l'OM, que on commence de moins en moins à lire ce que veut faire Sampaoli et on est toujours étonné de ses compositions d'équipe et on pensait que ça allait s'arranger. Moi,
Dimitri Payet, j'ai envie de le voir derrière l'attaquant, plus sur le côté. Moi, Luan Pérez dans le couloir avec Camara qui descend pour que lui s'écarte, ça m'emmerde. Je préfère voir Camara au milieu de terrain et Luan Pérez dans l'axe derrière. Et un vrai joueur de couloir, alors Kolasinac arrive, on va voir si c'est lui qui fait la maille, parce qu'il a un peu ce profil de piston, capable de jouer haut, bas, voire même dans l'axe dépanné. Je l'ai vu à Arsenal faire ça. Gerson, j'essaie d'aller vite, hein. Gerson... moi, je suis pour laisser du crédit quand on vient d'arriver, notamment du Brésil, où le championnat change et le jeu change beaucoup. Là, à un moment donné, il va peut-être falloir... voilà, il a eu sa chance. Là, pour le moment, c'est un peu le mistigris. Donc, voilà. Il y a pas mal de questions sur Gerson. Lirola... le voir arriver en bout de course, faire des crochets pour la remettre derrière parce qu'on joue au hand beaucoup. On a l'impression qu'on est parti sur un jeu de possession tellement... 80% de possession de balle. Oui, non, mais justement, oui, mais elle m'emmerde cette stat parce que quand on veut la possession en outrance et qu'on ne joue que sur ça et qu'on n'insiste que sur ça, ça veut dire que les mecs ne prennent plus de risques dans la dernière passe ou dans le dernier centre de peur de la perdre. Parce que sinon, non, quand Lirola, il nous a régalé l'an dernier, quand il prenait le couloir, il arrivait au bout, au centre, première intention, là tu es dangereux. Quand tu as fait un crochet, c'est fini. Dimitri, quand il est sur le couloir, il fait semblant d'y aller, il revient, tout le monde est arrêté. Alors moi je veux bien que Milik il mette plus de buts et qu'on se demande, mais Milik arrêté dans la surface comme un plot, pour moi il sert à rien. C'est sûr que ça sert à rien. Voilà, donc il y a quand même... Ouais, nous dit Milik, c'est dur quand même. Hein, on sent que c'est... Ouais. Non, mais il commence à y avoir une vraie lassitude des supporters sur le système de Sampaoli. Voilà, non, mais je te dis, moi, tous les lundis matins que je vais boire le café avec mes potes, ça fait 2 mois, j'ai le débrief. Hein, donc, et voilà, après des grandes satisfactions, Saliba, Guendouzi qui est devenu le taulier, Under, Luan Pérez aussi qui fait le job quand il est dans l'axe. Je le trouve un peu moins utile dans le couloir. Voilà, maintenant, j'aimerais à un moment donné qu'il y ait un petit peu plus de folie et de risque, quoi. On va parler un peu mercato pour finir. Alex, une ou deux questions peut-être pour Eric sur le mercato. Sur le mercato, de recrues là qui vient d'arriver. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'ils vont être opérationnels de suite? Parce que c'est ça le souci, c'est que Bakambu n'a pas joué le plus longtemps, Kolasinac a été blessé, n'a pas joué non plus, n'a joué que 3 matchs. Ouais, mais alors là, c'est compliqué. Oui, mais sur ce genre de questions, tu regardes un peu ce qui se passe ces derniers temps. Tu as Mangala qui va partir, qui va aller arriver à Saint-Etienne, qui joue plus depuis un long moment. Ouais. Il y a même Athème qui est allé à Lille. On a l'impression que cette trêve hivernale, pour un club français, avec l'économie d'aujourd'hui, c'est-à-dire les 2 ans de Covid, les clubs en difficulté, tu es obligé de tenter des coups et des paris. Voilà, et tu sais pas. Après, tu comprends la gestion de l'OM dans le sens où tu prolonges à ma vie en mai alors que tu sais très bien comment tu vas jouer pour aller le prêter et renforcer un concurrent direct là, qui peut lui payer une partie du salaire. Le débat, on l'a fait 50 000 fois et on peut le refaire encore une fois ce soir, mais moi, je n'ai pas compris. Donc, quand je ne comprends pas, je ne peux pas essayer d'apprendre ou de dire ce que... Voilà, il y a quand même, on peut noter quand même certaines... Alors, on peut relever beaucoup de bons dans ce qu'a fait Pablo Longoria, mais on peut noter certaines petites incohérences, notamment pareil sur Alvaro, parce qu'on essaie de faire partir aujourd'hui Alvaro. On l'a fait prolonger pareil en mai l'année dernière. Après, le problème, c'est que ne jamais oublier quand même que l'an dernier, au moment où Amavi prolonge, souvenons-nous quand même quand Jacques-Henri Hérault s'en va, que Sampaoli arrive, qu'il y a plusieurs semaines de grand flou où, moi je me souviens, à RMC, on reçoit donc M. McCourt et Pablo Longoria qui est le nouveau président, et ils viennent nous expliquer qu'il n'y a pas de sous. Et que je me souviens, je pose la question moi à Pablo Longoria, je lui dis mais s'il y a une proposition pour le petit Camara intéressante, on le laisse partir. C'est-à-dire on vendait les meubles à l'époque. Il y a eu de l'argent et il y a eu un recrutement un peu judicieux, on va dire, à l'intersaison, mais ce n'était pas prévu comme ça. Donc un président qui doit préparer l'avenir, sans sous, qu'est-ce qu'il fait? Il a un joueur en fin de contrat, il le prolonge vite, surtout qu'il s'était refait la cerise avec Villas-Boas, le petit Amavi. À un moment donné, il ne pouvait plus rentrer au stade Vélodrome, ce pauvre garçon, et Villas-Boas l'avait relancé. Donc on s'était dit... Le problème, c'est... Quand Sampaoli dit qu'il ne correspond pas au profil de ce qu'il veut mettre en place, parce il a eu.
Mais là, je pense que le club a essayé de verrouiller des garçons qui étaient pas chers, qui l'avaient sous la main pour voilà. Et après, le problème, c'est qu'à un moment donné, le coach il fait ses choix, il a ses profils qui conviennent pas, le président il essaie de faire lui pour le bien. Et là, je crois qu'on a navigué à vue pendant quelques semaines, ce qui fait qu'aujourd'hui encore. Aujourd'hui, Lirola ne joue plus de la même manière que la saison passée. Ça pour moi, même pas au même poste. C'est le mystère du football, ça pour moi. Ce garçon, ce qu'il a fait l'an dernier, on a fait des pieds et des mains pour le récupérer. Moi, je pensais que c'était pour le mettre dans les conditions de l'an dernier, quoi. Et là, aujourd'hui, je l'ai vu jouer à la Lazio, je l'ai vu jouer côté gauche devant. On était ensemble. Ce soir-là, j'ai cru que j'ai du mal. Peut-être que la saison passée, il y avait personne entre guillemets devant lui parce qu'il jouait, parce que quand Sampaoli était derrière, Thauvin jouait un peu plus bas. Puis il avait un garçon qui rentrait. Alors là aussi, il a un garçon qui rentre. Mais il faudrait justement que l'animation qu'il y a autour de lui permette d'y aller. Le problème, c'est que quand il a joué plus haut sur le terrain, souvent avec un Rongier qui venait devant lui, derrière lui. Il y a des trucs, j'ai vu des trucs trop bizarres. C'est vrai que c'est ça qui commence à. Moi aussi, on a les mêmes retours. Je sais pas. C'est ça qui commence un peu à exaspérer les supporters. Le foot, c'est simple, quoi, tu vois, une défenseur centrale. On a encore une question, peut-être avant de finir, une question de l'audience, peut-être pour toi, Alex, et pour Eric aussi. Comment le club va gérer l'interdiction de recrutement C'est pas fait encore, ça. Non, c'est pas fait. Pour l'instant, il temporise. En restant optimiste et en pensant qu'il fera appel et que ça fonctionnera. Ça fonctionne assez souvent. Il y a des chances que ça n'aboutisse pas. Le seul truc, c'est que c'est dommage pour l'image d'en arriver là aujourd'hui, quand on sait qu'à l'époque, beaucoup de gens avaient conseillé à Jacques-Henri Hérault de ne pas prendre Pape Gueye. Alors après, Pape Gueye, c'est un super joueur, on verra comment est-ce que ça donne, mais à l'époque, beaucoup de gens avaient dit attention, c'est pas Pape Gueye qui va payer tout seul, vous allez peut-être être vous aussi embêté. Bon, Jacques-Henri Hérault étant plus fort que tout le monde. Il y aurait peut-être moyen de ça. Parce que moi, je pense que c'est un bon coup, ce garçon. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'à un moment donné, il aurait fallu lâcher un peu. Parce que les Pozzo de Watford ou d'Inès, il lâche rien. Voilà, il aurait peut-être fallu téléphoner, s'arranger entre. Voilà, il aurait fallu aller. Parce que quoi qu'il arrive, ce garçon, s'il est bien géré, le club se retrouvera à un moment donné, quoi. Donc oui, c'est facile à dire. Le problème, c'est même plus que financièrement, c'est l'interdiction de recrutement à un président qui ne sait faire que recruter. Enfin, il sait faire autre chose, mais sa spécialité numéro 1, c'est le mercato. C'est là où il était excellent. Si on l'interdit de recrutement, Pablo Longoria, il n'est pas là pour la gestion du club. Il n'est pas là pour la gestion, il est vraiment là pour. C'est un manager sportif. Voilà, il est vraiment là pour le sportif. Si on l'interdit de recrutement. Après, l'une de nos chances dans ce dossier, c'est peut-être que Watford n'est pas tout blanc non plus. Là-dedans, ils n'ont pas fait beaucoup de choses correctes. L'histoire de la visite médicale passée à Houdin et pas à Watford. Il y a des visites médicales qui se passent partout. Tu peux passer ta visite médicale en Europe. Peut jouer sur mais ils peuvent aussi, comme tu dis, il aurait pu avoir un arrangement. Ils vont se défendre, peut-être essayer de s'arranger pour que tout le monde ne sorte par le haut, quoi. Il est toujours au club, Jacques-Henri Hérault, il est toujours au conseil de surveillance. Il est toujours au conseil de surveillance, avec un rôle qui reste à déterminer, dont on nous dit qu'il a plus un grand rôle, mais quand même, il a quand même de l'influence. On m'a dit qu'en coulisses, il était toujours très actif et qu'il avait toujours un pouvoir de. Quand Jacques-Henri Hérault se fait limoger, se fait évincer de son poste, on nous dit qu'il va passer au conseil de surveillance. Et on a deux écoles, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui nous expliquent attention, il a fait le coup du siècle, c'est-à-dire qu'on l'a retiré de Marseille. Il est à Paris, donc il ne craint plus rien pour sa sécurité. Les supporters, ils vont l'oublier parce qu'il va tomber dans l'oubli, mais il va continuer à gérer tout ce qui n'est pas sportif. Il œuvre en coulisses. Et après, on a des écoles qui nous disent non, il ne sert plus à rien. Dans l'ombre. Pour tout ce qui est hors sportif, il a encore un rôle. Mais moi, j'ai jamais douté que, je crois que je l'ai dit très rapidement, qu'il allait toujours être là et qu'il avait toujours un pouvoir de. Et après, c'était pas très malin non plus de la part de Franck McCourt de se poster en photo lors de. Là, il y a 2 mois. Il y a 3 mois, lors de OM Nice reprogrammé à 3, il va dans un bar parisien, il se met en photo, je ne sais pas si tu te rappelles la photo, avec Jacques-Henri Hérault. C'est pas malin. Là, c'est pas malin. C'est pas malin parce que ils ont peut-être éteint le feu en se disant on va donner tous les pouvoirs sportifs à Longoria. Mais après, je crois que même si certains étaient dupes dans un premier temps, ils ont vite compris les Marseillais que c'était de l'enfumage, quoi. Je crois qu'ici. Les gens n'avaient plus envie de l'entendre parler au nom de l'OM et de le voir dans le giron, quoi. Mais l'OM paye quand même encore une fois la gestion de Jacques-Henri Hérault. Encore une fois, dans cette histoire-là, c'est malheureux, mais
Allez, on va terminer avec une dernière question, toute dernière question. Le foot, c'est fini pour toi, entraîneur adjoint, tout ça, c'est Omiche qui nous demande ça. Je suis un vieux monsieur là maintenant, là. C'est trop dur là pour moi. Ouais. J'ai beaucoup d'admiration pour mes copains, puisque j'ai beaucoup de copains qui sont entraîneurs. Hein. Galette notamment, qui réussit tellement bien, avec qui j'étais au centre de formation. Moi, j'ai une admiration sans borne pour tous ces mecs de ma génération qui se sont lancés dans un métier difficile, avec des générations de joueurs très très difficiles. Je ne sais pas si... là, il faut enchaîner de suite quand tu finis hein, les diplômes, etc. etc. Je ne sais pas si j'aurais eu la patience. Alors là, je pense que j'en vois quelques-uns, là, des fois, quand je vois Christophe gérer certains cas, je me dis, putain, moi je crois que je l'aurais étranglé, là. Lui, non, il est toujours... Non, c'est un vrai métier difficile et c'est le sacerdoce, parce que là, ta vie, elle tourne autour de ça. Hein. Moi, j'aime trop, je fais de la moto avec mes potes, je fais de la musique, je fais... Ta vie au Roucas-Blanc. Voilà, ouais, j'ai ma vie à Marseille, enfin, je veux dire, j'ai pas... Il y a Stéphane Tapi qui nous dit, très bon futur comédien, dit Meko. Oh putain, je suis trop vieux, moi, pour faire ça. Ça m'aurait plu d'essayer, j'ai fait 2 ou 3 trucs, là, 2 ou 3 piges, là, sur... Même j'avais fait 2 minutes avec Basile, dans Plus belle la vie, là, c'était Philippe Dajoux qui avait réalisé le film de Noël, là, qui durait 1h30. Donc il nous avait fait tourner, là, une demi-journée. C'était rigolo, mais bon... C'est pareil, c'est un vrai métier, quoi, ça ne s'improvise pas. Allez, merci Eric. Et on embrasse Stéphane, tiens. Et on l'embrasse. Merci beaucoup Eric d'être venu passer 1h22 en direct avec nous je parle beaucoup, sur ce plateau. On était ravis. Merci Guillaume, merci Alex évidemment. Rendez-vous donc la semaine prochaine, nous serons le mercredi 26 janvier. Le 26 janvier, c'est la date anniversaire de Bernard Tapie qui nous a quittés. Donc le 3 octobre dernier, et symboliquement, dans Mercredi c'est foot, nous lui rendrons hommage la semaine prochaine. Bernard Tapie qui a marqué l'histoire de l'OM, l'histoire de Marseille plus largement et évidemment de notre média La Provence puisqu'on en était le propriétaire. Donc hommage à Bernard Tapie, c'est la semaine prochaine à 18h en direct, peut-être avec vous Eric, vous reviendrez peut-être pour parler je crois que je suis par là, ouais. Si vous voulez repasser, mercredi, faut jouer. Avec grand plaisir, et puis vous aurez à ma place Loris Salama, c'est quand même un peu plus agréable peut-être pour un début de soirée. Tout le monde est agréable, mais ça fait longtemps que j'ai plus vu Loris. Merci beaucoup à tous, merci de nous avoir suivis sur notre chaîne Twitch qui grandit petit à petit, donc merci de nous suivre de plus en plus nombreux, de follow cette chaîne et de participer aussi au chat. On va essayer de s'améliorer et de prendre de plus en plus en compte vos questions. Voilà, on va essayer de progresser là-dessus. Merci à tous, bonne soirée. Eric.